Bonjour, bienvenue à tous pour cette table ronde sur l'e-santé et ces nouveaux entrants dans ce domaine, en tout cas des industriels qu'on n'était pas habitués à voir dans tous ces rendez-vous de télésanté. Il va falloir changer nos habitudes et nous y habituer. De nouveaux industriels ont fait leur apparition dans le monde de la santé connectée. Ils viennent pas du tout, ou pas vraiment du monde de la santé. Ils viennent pas non plus voir simplement ce qui s'y passe. Ils viennent vraiment agir dans ce domaine-là, y être présents et comptent bien s'y développer assez rapidement et fortement, vous allez le voir, avec entre autres Sylvain Alano, qui est directeur scientifique et technologique chez Peugeot, chez PSA. Jean-Sébastien Moignet, qui est Business Unit Director chez Tarkett. Alors Tarkett, pour ceux qui ne connaissaient pas comme moi, malheureux, c'est l'un des leaders mondiaux des revêtements de sol. Jean-Sébastien Moignet nous arrive du siège de Tarkett au Luxembourg. Adrien Conduit, qui vient lui d'Angleterre, qui est directeur de chez Hitachi Consulting, déjà présent dans la santé, mais qui compte encore plus s'y développer d'une autre manière. Il nous dira pourquoi tout à l'heure. Et puis Joël Derrien, qui est directeur délégué chez Thales Service, autre groupe qui progresse très très vite dans la santé. Je me tourne tout de suite vers Sylvain Alano. J'ai envie de lui dire qu'est-ce que fait un constructeur automobile, qu'est-ce que fait Peugeot, Citroën dans une assemblée comme celle-ci, qui est une assemblée habituellement de médecins, de soignants, d'industriels de la télésanté. Eh bien, la raison pour laquelle je suis ici, c'est qu'en fait, dans ma mission de préparation des véhicules du futur, eh bien, nous avons intégré la dimension santé-bien-être. Donc dans nos véhicules du futur, et puis dans ceux d'ailleurs du proche futur, cette dimension sera vraiment au cœur de notre projet. Ça touche ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Ça touche aussi la question du contrat de mobilité, le contrat que nous passons avec nos clients. Et beaucoup d'aspects qui tournent autour de l'expérience. Alors cette voiture, ces automobiles, ces moyens de transport dans lesquels vous imaginez des liens avec la santé, ça peut prendre quelle forme de manière concrète? Très typiquement, par exemple, le cockpit, l'intérieur de la voiture, eh bien, nous le concevons de telle façon que les passagers s'y sentent bien. Donc ça, c'est la question du bien-être. Donc en termes de relation avec l'extérieur, la qualité de l'air, la question aussi du mal de la conduite, hein, qui va devenir de plus une question qu'on avait un petit peu laissée de côté, mais qui, avec les véhicules autonomes et connectés, va se reposer, puisqu'à ce moment-là, à partir du moment où on laissera la voiture prendre le relais, on déléguera à la voiture la conduite, on sera amené à faire beaucoup plus de choses dans la voiture, lire, jouer, consulter, téléphoner, et on se rend compte qu'à ce moment-là, on perd le sens, donc c'est une question d'oreille interne, on peut perdre le sens et à ce moment-là se retrouver dans des difficultés, peut-être dans le futur, de malaise. Donc il faut régler ces questions, donc on traite l'ensemble. Alors vous imaginez une voiture qui va nous donner des paramètres, pas vraiment de santé, mais en tout cas de bien-être qui viennent de l'extérieur. Vous avez noté la qualité de l'air, pollution, etc. Et c'est important aujourd'hui. Vous imaginez aussi des véhicules capables de prendre des paramètres sur nous, sur nos corps, sur ce que nous sommes. Quoi par exemple? Eh bien, en fait, là, c'est la fonction monitoring, hein, c'est l'autre volet. Donc, j'abordais la question du bien-être, mais il y a aussi la question, effectivement, de profiter de ce temps que nous passons en voiture, parfois qui est long, hein, dans des régions difficiles, en régions urbaines, périurbaines. À ce moment, profiter de ce temps pour effectivement faire du monitoring, vérifier des paramètres de santé, les transférer, donc via les moyens de connexion, et puis les mettre à disposition des acteurs de la santé. C'est-à-dire que j'ai un monitoring, je ne sais pas, j'ai mes battements de cœur à prendre 10 minutes, 15 minutes par jour, j'ai de l'attention à faire, mais plutôt que de perdre du temps dans les embouteillages, hop, j'ai mon tensiomètre, la voiture est capable de prendre à l'équiper d'ailleurs, de prendre, je sais pas, mon pouls cardiaque, ma température, et de les envoyer soit à mon médecin, soit à un hôpital ou à la personne adéquate. Je pense que c'est tout à fait envisageable et dans les années qui viennent, on verra de tels services. Il y a aussi la question d'ailleurs du traitement en temps réel, puisqu'on doit aussi adresser la question de la vigilance. Donc dans cette phase intermédiaire où les véhicules cohabiteront, les véhicules à délégation de conduite, les véhicules connectés cohabiteront avec des véhicules traditionnels, on demandera toujours aux conducteurs de pouvoir reprendre le contrôle d'une voiture donc autonome.
Et il est nécessaire de mesurer à tout instant sa capacité à reprendre le contrôle. Donc il y a toute la question du monitoring aussi, temps réel. Ouais. L'élément auquel vous faites référence, d'ailleurs, nous renvoie à une autre innovation très importante en termes d'automobile en ce moment, c'est que le fait de dire que demain, on sera de moins en moins propriétaire de notre automobile, et comme tout le reste, on va plutôt vers des véhicules qui seront partagés, et c'est le véhicule qui doit s'assurer lui-même que le conducteur qui va le prendre est apte à le conduire. Donc ça veut dire pas d'alcool, pas de drogue, pas d'éléments de cette manière. Et ça, le véhicule, avec la santé connectée, va pouvoir le mesurer. Oui, tout à fait. Et ça, c'est la question. Là, vous avez évoqué la question qui est importante pour l'ensemble des constructeurs automobiles. C'est la transition de la possession à l'usage. Donc, nous, on l'adresse aussi, bien entendu. Et il faut effectivement des véhicules qui soient capables de s'adapter aux nouveaux utilisateurs à tout moment. Et autre possibilité de connexion que vous imaginez avec les véhicules, là, on tombe dans des termes d'urgence. J'ai un accident, je suis coincé dans mon véhicule. Le véhicule doit être capable de prendre mes paramètres vitaux et d'aller les transmettre à des services de secours, pompiers, urgences ou autres. Oui, tout à fait. C'est une fonction qui. Nous avons déjà, en fait, dans nos véhicules, l'appel d'urgence. On a été les précurseurs de cette mise en place de e-call. Et ce canal, en fait, peut permettre effectivement de transmettre aussi aux services d'urgence sur place qui interviennent le dossier médical le dossier médical de la personne que ces services d'urgence doivent prendre en charge. Donc on voit tout l'intérêt qui, dans un premier temps, pouvait être assez surprenant qu'a Peugeot Citroën envers la santé connectée, envers les entreprises qui font la santé connectée qui sont en face de nous. Comment, d'un point de vue business, d'un point de vue industriel, vous êtes en train de développer ça? Est-ce que c'est du développement que vous faites en interne? Est-ce que vous allez chercher des partenaires extérieurs, des TPE, des PME pour le faire? Est-ce que vous êtes en attente aussi de propositions? Alors on est dans un mode ouvert et un mode réaliste, c'est-à-dire qu'on est vraiment open innovation, comme le terme à la mode, c'est-à-dire qu'en fait on fait appel à tout ce qu'on peut voir dans le monde en termes d'offres de start-up, de services et tout. Et on s'est mis en ordre de bataille en créant une business unit, service connecté. Et cette business unit, service connecté, est la business unit qui permet de passer des accords avec justement des sociétés qui offrent des services connectés. Donc on ne fait pas tout par nous-mêmes. Ça serait vraiment pas raisonnable au niveau business, mais effectivement des accords sont passés actuellement. Ça c'est primordial ce que vous venez de dire, notamment pour les entrepreneurs qui nous écoutent. On ne fait pas tout par nous-mêmes, mais vous nous avez bien dit, on fait tout au niveau mondial et on regarde ce qui est en train de se faire au niveau mondial. C'est pas parce qu'on est Peugeot Citroën qu'on ne regarde que ce qui est en train de se faire dans la santé connectée en France. On est sur un acteur mondial. Expliquez-nous comment ça marche très concrètement. Pour tout dire. Ce qu'on peut dire, c'est que en fait c'est le marché chinois qui est le premier marché au monde, et pour nous en fait le lieu où nous fabriquons le plus de voitures en fait, nous fabriquons et commercialisons. Pour la première fois l'année dernière, le marché chinois a dépassé le marché français. Eh bien nos clients chinois sont très demandeurs de santé connectée, de bien-être et de santé connectée, et ils drivent en quelque sorte le marché pour l'automobile, et c'est très bien. Mais en fait, nous, notre ambition, c'est de proposer des solutions globales. Par exemple, sur la qualité de l'air, nous allons mettre en place dans nos prochains véhicules des solutions de qualité de l'air qui ont été pensées non seulement marché chinois, mais qui aussi vont se développer partout. Et nous avons une cellule d'innovation à Singapour pour adresser justement tous ces signaux faibles, tous ces signaux qui sont faibles et parfois de plus en plus forts sur le bien-être. Et là, les marchés asiatiques sont vraiment, dans le domaine de l'automobile, sont vraiment très demandeurs. Ouais, vous avez ces cellules d'innovation, vous avez des Fab Labs également avec des usagers d'automobiles qui sont à peu près partout dans le monde. Puisque vous avez ce regard mondial et qu'on est ici dans une université mondiale aussi, quelle différence vous voyez dans les postulats d'innovation entre ce que vous pouvez constater en Asie, en Chine en particulier, et ce que vous allez constater en Europe? C'est-à-dire que c'est difficile de résumer en quelques mots, mais on va prendre plusieurs mots alors. Typiquement, en Europe, le marché est saturé, le marché de l'automobile. Il est difficile et nous faisons tous nos efforts en fait pour renouveler ce marché, pour proposer des nouveaux véhicules. Mais il y a une forme, je dirais, pour
pour certaines catégories, certains segments, de retrait vis-à-vis de l'objet automobile, et il faut donc le réenchanter en quelque sorte. En Europe, mais en Chine, c'est pas nécessaire. En Chine, il y a une telle aspiration à la mobilité et une telle envie et enthousiasme de technologie et d'usage, surtout, plus que d'ailleurs les technologies pour les technologies, c'est plutôt l'usage. Qu'en Chine, au contraire, on est tiré par par l'aspiration. En Europe, c'est peut-être un petit esprit de morosité. Il faut créer de l'attractivité. C'est-à-dire en Europe, on a un effort d'attractivité à faire pour que les clients voient l'intérêt de renouveler le parc. Alors il y a des intérêts challengés par la réglementation, les clean tech et autres. Mais pour le domaine de la santé, il n'y a pas vraiment de demande. On ne le ressent pas. En Chine, il y a de la demande. En Chine, il y a de la demande. En Chine, on est tiré. En Europe, on est plus dans la morosité et il y a moins de demande en termes de savoir-faire, et notamment pour ce qui est de la santé connectée, puisque c'est ce que vous êtes en train de chercher aujourd'hui. Est-ce que vous diriez là que l'Europe a encore une longueur d'avance ou que finalement l'Asie est extrêmement performante et innovante dans ce domaine? De ce que j'ai pu comparer, la France est vraiment très bien positionnée en santé connectée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... alors là, autant je disais, pour l'automobile, il faut réenchanter, autant dans le domaine de la santé connectée, je pense que la France est, de ma vision, plutôt dans le peloton de tête en termes d'innovation et de propositions technologiques. Ce qu'on voit, moi ce que j'ai vu à Singapour, en Chine, ce qu'on voit aussi au Japon, c'est qu'en fait c'est surtout lié au vieillissement. Donc il y a eu une prise de conscience un peu plus en avance des problématiques aging, et donc du fait qu'ils se sont intéressés très, très en amont à la question du vieillissement, du fait des populations, eh bien ils proposent des solutions qui sont des solutions globales et qui peuvent être utiles non seulement pour les personnes vieillissantes, mais aussi pour tout le monde. Donc il y a eu il y a un peu d'avance sur la question du vieillissement. Bon, c'est peut-être lié à notre démographie. On verra, il y aura beaucoup de questions, on a vu tout à l'heure. Vous voyez comment un géant comme Peugeot Citroën est en train aussi de se positionner fortement à niveau mondial sur des marchés de santé connectée. Autre géant présent au niveau mondial, c'est Tarkett, avec Jean-Sébastien Moignet qui est avec nous. Je redonne les Tarkett en quelques chiffres, donc un des leaders mondiaux du revêtement de sol. 12 000 collaborateurs, 34 sites industriels, une présence dans 100 pays. Alors tout le monde ici ne connaît pas forcément Tarkett. Moi, je peux vous assurer que dans le milieu du bâtiment, de la construction, c'est un nom aujourd'hui qui est incontournable. Et vous êtes parti, Jean-Sébastien Moignet, d'un principe que le sol est aussi un espace de vie et qu'après toi, un revêtement de sol aujourd'hui ne pourrait pas servir simplement qu'à marcher dessus. C'est bien ça ? Oui, on est parti du principe que le sol doit devenir acteur de son environnement. Aujourd'hui, toute la journée, chacun d'entre nous évolue finalement dans différents espaces. Et ces espaces, la surface la plus en contact avec les personnes en activité, c'est le sol. On touche de temps en temps le mur, rarement le plafond, mais le sol en permanence. Et finalement, l'expérience que vous ressortez aujourd'hui avec le revêtement de sol, elle est très très minime en tant qu'utilisateur. Pour l'exploitant d'un bâtiment, ça a du sens, ça protège la surface, c'est facile à entretenir, c'est hygiénique, c'est acoustique. Toutes les propriétés techniques qui apportent beaucoup de valeur au bâtiment, elles sont connues des exploitants, mais peu des utilisateurs. Ensuite, vous avez une petite expérience émotionnelle parfois par rapport à une couleur, un dessin. Mais quelque part, vous réalisez énormément de choses à travers le sol, mais vous n'en retirez rien en tant qu'utilisateur. Alors montrez-nous, vous avez amené un sol et un sol connecté, un sol intelligent. Alors, que vous avez imaginé chez Tarkett. Je vous ai apporté une maquette qui est la maquette qui illustre en fait la possibilité de créer un sol connecté. On intègre un capteur sous le revêtement de sol, sous l'intégralité du revêtement de sol, qui va nous permettre de créer des zones où on va détecter l'activité par une pression dynamique exercée par les personnes dans cet espace. Alors c'est un peu réducteur parce qu'on est un industriel et on va nous dire bah, c'est sympa, vous avez fait un truc de plus connecté, ça sert à quoi? Et c'est réellement c'est là où on est en rupture par rapport à notre métier d'industriel. C'est qu'on s'est posé la question, très bien, on a trouvé enfin un moyen de rendre le sol actif. Mais pourquoi faire? Et là, on s'est posé la question, finalement, quelles sont les évolutions sociétales? Quelles sont ces grandes problématiques qui apparaissent? Et mon voisin parlait rapidement du vieillissement de la population, et c'est quelque chose qui nous a sauté aux yeux.
Mais vraiment, c'est une évidence qu'aujourd'hui, le vieillissement de la population est une problématique pour les sociétés à la fois occidentales et asiatiques principalement, et que ça va changer les comportements de la société et que quelque part, on a tous en tant qu'industriels probablement un rôle à y jouer. Alors, le sol, là, que vous avez connecté, vous avez mis des capteurs, il fait quoi? Il détecte quoi? Il sert à quoi, très concrètement? Alors, très concrètement, ayant analysé ce problème de vieillissement de la population et les conséquences que ça a en termes de comportement, on a décidé de se concentrer sur l'équipement des établissements de santé pour apporter des services d'information qualitative et pertinente sur les espaces de vie de leurs établissements. Donc l'espace de vie qu'on équipe principalement aujourd'hui, c'est l'espace privatif du patient ou du résident, sa chambre et sa salle de bain, et on va générer des alertes en cas d'incident, détection de chute, intrusion et sortie intempestive. Un des grands mâles de notre société étant le développement des démences et particulièrement de la maladie d'Alzheimer. On va plus que doubler en 10 ans le nombre de patients souffrant de cette maladie, et avec le problème de leur perte de conscience du jour et de la nuit du fait de leur cycle circadien, ils vont déambuler toute la nuit ou une partie de la nuit dans leur espace de vie sans que personne s'en rende compte. Donc on va faire également du monitoring d'activité nocturne qui va nous permettre de dire une personne a été en activité X heures pendant la nuit, elle est allée X fois dans sa salle de bain, elle s'est levée tant de fois. Et en fournissant cette information, à la fois des alertes pour que finalement on puisse agir en temps réel et éviter des conséquences lourdes et graves liées particulièrement à une chute ou une sortie intempestive et quelqu'un qui pourrait même sortir d'un établissement et se retrouver dans un froid hivernal et pas équipé pour le supporter et donc avoir des conséquences jusqu'à des conséquences mortelles. Avoir également la possibilité de dire attention, on note un changement d'évolution comportementale. Une personne qui a des troubles du sommeil, à qui on va donner un traitement particulier, le médecin va pouvoir vérifier qu'effectivement il y a une amélioration du sommeil parce que la personne a beaucoup moins d'activité dans son espace de vie privé la nuit. Et de ce fait, on donne de l'information qui va être exploitée ensuite par les personnels soignants. Alors, j'essaie de me mettre là dans une perspective business, dans une perspective industrielle. On est comme votre confrère tout à l'heure, un industriel qui n'est pas du secteur de la santé, mais qui tient, on a un produit, et ce produit a une influence à un moment sur la santé des personnes qui utilisent ce produit, en l'occurrence qui marchent dessus. Là où Peugeot Citroën est en train d'aller chercher des éléments d'innovation à l'extérieur de sa structure, vous, chez Tarkett, vous faites le choix de le développer à l'intérieur de votre structure avec vos propres ingénieurs. Comment, d'un point de vue industriel, se passe le lien avec les professionnels de santé, les acteurs de santé? Est-ce que vous êtes allé chercher d'autres sociétés, pourquoi pas, dans la santé connectée? Comment est-ce que vous arrivez à prouver une efficacité ou un intérêt et à bien ressentir le véritable besoin des patients et des professionnels de santé? Alors, je vais me permettre de recadrer un tout petit peu le débat. On n'est pas un acteur de la santé et on ne le sera jamais. On est en fait un fournisseur d'informations et on est réellement là pour améliorer le bien vieillir dans un premier temps. C'est la première application. Vous avez parlé du bien-être, moi je parle du bien vieillir. Parce que le bien-être est beaucoup trop vaste et trop large. Et notre volonté est vraiment d'apporter un service d'information à des personnes compétentes pour les utiliser à des fins médicales. Mais nous n'avons pas de données médicales, nous n'avons pas de données de santé, je ne fais pas de diagnostic avec mon système. Je fais du monitoring d'activité dans des espaces de vie, d'où espaces de vie connectés. Comment vous l'avez développé, ce système? Alors, comment on l'a développé? Quel partenaire et quelle démarche pour le développer? Alors, on a fait une recherche il y a 3 ans sur toutes les technologies existantes qui nous permettaient de rendre finalement l'activité, enfin de capter des signaux d'activité au sol. Et puis, on a retenu une technologie qui est bien connue dans beaucoup d'applications, mais peu répandue encore aujourd'hui, qui est une mousse piézoélectrique, qui présente le grand avantage de générer par elle-même sa propre énergie. Donc la pression dynamique qu'on exerce sur ce capteur va créer un micro-signal électrique qui va être pris en charge dans un boîtier électronique, une carte électronique, où avec notre algorithme, on va interpréter ce signal électrique et le traduire dans une information qui est le type d'information qu'on veut donner. Mais on pourra développer à l'infini cette solution, puisque des signaux, il y en a de tout type. Vous êtes assis sur votre chaise, vous avez les pieds par terre, on peut détecter votre battement cardiaque.
Donc c'est bien parti. Hein. Je ne sais plus si je vais mettre un pied, deux pieds ou si je vais changer de position. Je continue toujours vraiment dans le process industriel que vous développez. Vous êtes allé voir des acteurs de santé, vous êtes allé voir des établissements, EHPAD, hôpitaux où on peut avoir besoin de ce type de sol et d'informations. Comment ça se passe? Il y a une crédibilité, même si vous venez pas du secteur de la santé, les portes sont relativement bien ouvertes, il y a une manière assez facile de collaborer avec ces personnels. Alors, je continue, je reviens en fait à votre question, comment on a développé la solution. Donc, une fois qu'on avait la technologie, on a embauché les ressources nécessaires en électronique et en développement informatique pour arriver à en faire une solution globale. Mais une fois qu'on avait la solution globale, il fallait effectivement en vérifier la pertinence par rapport aux utilisateurs et aux personnes à qui on voulait qu'elles profitent. Donc on a pris notre bâton de pèlerin et on est allé à la rencontre d'exploitants d'EHPAD, de professeurs de médecine, d'aides-soignantes, de résidents de maisons de retraite, pour confronter notre idée à la réalité du terrain et essayer d'en définir vraiment un usage et un besoin. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans votre calendrier industriel? Le produit, il est testé, il est certifié, en tout cas il y a des preuves d'utilisation par le personnel soignant qui ont été faites, il est commercialisé à grande échelle. Aujourd'hui, le produit est officiellement commercialisé en France depuis le mois de mars, suite à une expérimentation sur 3 établissements depuis 1 an et demi. On vient de réaliser l'extension d'un EHPAD dans le nord de la France, donc qui est équipé de 37 chambres aujourd'hui, qui est vraiment notre première référence en termes de réalisation. On a par ailleurs des études d'usage en cours qui démarrent sur des unités de vie Alzheimer dans les Vosges, où on a équipé un département et on a son pendant avec exactement la même configuration matérielle, et ça va permettre au personnel qui s'occupe des résidents Alzheimer de vérifier l'intérêt et l'utilité du système dans une meilleure prise en charge de ces résidents qui ont des comportements un peu particuliers. Donc aujourd'hui, on a un peu plus d'une 50aine de chambres équipées sur le marché français et on est en discussion avec énormément d'acteurs du secteur pour des projets réels qui devraient être signés dans les mois à venir. Et aujourd'hui, comme toute innovation, vous avez des conservateurs qui vous regardent de loin et qui disent non, c'est pas pour moi. Et puis vous avez une partie minime des utilisateurs qui sont avant-gardistes, qui comprennent que l'évolution de la société en termes de services, en termes d'usage, va passer par des innovations technologiques qui vont apporter finalement des services qui n'existaient pas, mais qui vont leur permettre d'améliorer réellement la prise en charge de l'être humain. Et c'est ça qui vraiment donne du sens à ce projet, c'est qu'on dépasse le cadre purement industriel des choses. On n'est certes pas une entreprise philanthropique, on est là pour gagner de l'argent, mais on ne gagnera de l'argent que si on fait gagner nos utilisateurs et qu'il y a un vrai bénéfice client. On comprend toute la notion de service que vous apportez, donc au-delà de la fabrication d'un simple revêtement de sol. Toute dernière question, dans votre stratégie de développement industriel, est-ce que vous allez continuer sur la même lignée, c'est-à-dire vous embauchez des gens, vous êtes sur un développement en interne de ce type de solution, ou est-ce que vous allez un peu ouvrir à d'autres partenaires ? Tout est possible. Je vais reprendre le terme d'open innovation. On est très ouvert et toujours à l'écoute et à l'affût de discuter avec des acteurs qui potentiellement peuvent contribuer à la réussite de nos ambitions. Ensuite, on n'est pas prêt à lâcher la vraie valeur du système qui est le signal, la donnée. On parlera peut-être avec le représentant de Thales de Big Data, mais Big Data, c'est l'avenir. Et la valeur des informations qu'on va être capable de récolter à travers nos équipements va aller beaucoup plus loin demain que dans l'utilisation initiale de cette version 1. Là, vous voyez une version 1, et encore, vous ne voyez rien, parce que ça, c'est censé être invisible pour l'utilisateur, invisible pour le patient. L'établissement équipé, en fait, il n'a que l'information. Tout le reste est monitoré à distance, puisque, je ne l'ai pas précisé, mais tout passe par le cloud. Donc on est déjà dans une démarche innovante extrêmement poussée. Attention, il y a votre collègue de PSA qui fait de l'espionnage industriel là à côté. Sylvain Alano, vous vouliez intervenir, ensuite je vais donner la parole à Adrien Collier. Vraiment juste une petite question. Est-ce que vous faites du XY, de la spatialisation? C'est-à-dire vous pouvez dire...
on n'est pas encore dans la pixelisation, on n'est pas encore dans la localisation au centimètre près de la personne. Ce sont des choses qui sont en développement chez nous. Aujourd'hui, on ne veut pas stigmatiser les gens et on ne veut pas être intrusif vis-à-vis des gens. Donc, on va équiper un espace et on va pouvoir faire les alertes de l'espace, quelle que soit la personne. C'est intégral, oui. Mais ça marche dans votre salle de bain. Si vous avez une douche à l'italienne et que vous tombez dans votre douche à l'italienne, nous détectons votre chute. Ah, on était là pour faire une table ronde sur les industriels qui viennent voir les PME, les start-upers dans la santé, mais en fait vont faire des affaires entre eux, entre industriels. Et donc vous noterez, juste pour finir, je parle d'espace de vie connecté et je ne parle jamais de revêtement de sol. On en a parlé très brièvement. Pourquoi ? Parce que quelque part, les objets connectés aujourd'hui, c'est à la mode. On peut dire que mon sol est connecté, mais mon sol connecté est un accessoire nécessaire à la solution, mais c'est en aucun cas la finalité de la solution. Et que, pour finir là-dessus, et je m'adresse aux start-upers, il est très bien de faire des objets connectés, mais la valeur de l'objet connecté, en fait, n'existe que s'il y a un vrai service d'usage. Autre groupe qui est important avec nous aujourd'hui, qui est un groupe qui est très connu du grand public, qui s'appelle Hitachi. Et on a le plaisir d'avoir avec nous Adrian Conduit, qui est directeur d'Hitachi Consulting au Royaume-Uni. Peut-être on va rappeler, Adrian, juste en quelques mots, que Hitachi, c'est connu pour des marques voilà, grand public, mais c'est aussi depuis longtemps un acteur de la santé de manière générale, mais avec des gros équipements, surtout dans le milieu hospitalier. First of all, thank you very much for the opportunity to be here. When you think of Hitachi, you might be thinking trains, nuclear power stations. You should also be thinking proton beam therapy, MRI scanners, information technology, and now we're working more closely with patients. We are just starting a program in the UK to avoid type 2 diabetes, which is very much about centering on the patient and using all the devices we've heard about to make sure the information is available where it's needed. Je vous demandais de rapprocher un peu votre micro. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement, vous avez parlé de ce programme autour du diabète, est-ce que vous pouvez nous en dire Moment. Vous nous citiez cet exemple effectivement du programme du diabète que vous développez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce programme-là, par exemple? Okay. As we all know, we've heard about the aging populations, we've heard about the impact of chronic disease, and it's true across Western societies that about 70% of all the money that's spent on healthcare is spent on chronic disease. And therefore, the more we can do to keep people who have a chronic disease healthy and away from hospitals, they are a better connected citizen, they are a better socially integrated person, and they have less cost impact. In Japan, we've been running a program for many years because Hitachi owns and runs several hospitals. Who knew? And we have a program where people who are at risk of type 2 diabetes are put into a program. The program has electronic aids, it has some coaching, and for those people who go into that program, 70% of the people do not go on to have type 2 diabetes. Now in the UK, if you look at a person who has type 2 diabetes who goes on to have type 1 diabetes, the impact in terms of cost is very significant. And if you can avoid those people transferring, their health status is better, their integration with society is better, their impact on the benefits is reduced, and there is a very significant financial impact. And you mentioned earlier about, we're all industrialists, we are not philanthropists, we know that we have to turn a profit, but the way we approach that is by delivering benefits back to society which we can share in. Alors, on comprend bien la problématique du diabète que vous posez. Comment est-ce que ça se traduit en termes industriels pour Hitachi, en termes, je ne sais pas, de construction d'outils, de construction de matériel ou de services apportés aux malades? I think that many large industrial companies are finding that their environment has changed. No longer can you sell products, big storage. It's more about the service you provide. And in Europe, we have established 2 big data labs, one in Manchester in England and one in Copenhagen, to provide a service for analysing all of the data, not just about diabetes, but about chronic disease, to give health authorities better information on how their population exists. From a Hitachi point of view, yes, we're co-developing the service in the UK with the National Health Service. It isn't going to be just a Hitachi project or a Hitachi product. It's going to be developed with the country's health service, and that's a good way of being able to promote it. De quelle manière, j'aimerais que vous nous expliquiez encore un peu plus, comment est-ce que vous développez ce type de programme avec effectivement le service public de santé au Royaume-Uni? Quelle manière concrète cela prend?
It's very difficult, it's very hard, it's trying to convince people and change attitudes, and it requires a relationship to be built over time. This has taken us 3 years just to get to the point where the pilot started last week. The first 200 patients were put into the program, and we're going to have external evaluation that the NHS and the diabetes associations are viewing, and if it's successful, then we will scale it to the UK and hopefully to Europe. Because as I was speaking to our Norwegian colleague who's got the diary for type 2 diabetics, if you put avoiding type 2 diabetes alongside a program of how do you manage people with diabetes, along with some of the other products we've talked about, how you manage people post-operation, you can start to create a whole ecosystem around the best service for the patient, irrespective of who's providing it. On voit vous entendre tous les trois comment on est de manière globale aujourd'hui à un changement de modèle économique. On est en train de quitter l'économie industrielle traditionnelle, celle du XXe siècle. On fabriquait des voitures, on fabriquait du revêtement de sol, on fabriquait des machines à protons, des grosses machines pour les hôpitaux, pour passer à ce qu'on appelle l'économie de service. C'est-à-dire que Peugeot ne vend plus des voitures, Peugeot vend du transport ou de la modalité de transport. Target, on peut dire, ne vend pas du revêtement de sol, Target vend du service pour se repérer sur des espaces connectés, des espaces de sol. Hitachi ne se contente plus de vendre des appareils à protons ou des gros appareils informatiques. Hitachi va vendre du service. Vous, c'est ce que vous appelez l'innovation sociale. Aujourd'hui, Hitachi doit être un acteur de l'innovation sociale. Qu'est-ce que vous sous-entendez à travers cette expression d'innovation sociale? Hitachi is 900 companies doing lots of different things, but one man is in charge of all of it. Nakanishi-san has made it public that Hitachi's goal is to be a social innovator. Now, it's always a clever word and has to have reality because all industrialists need to cover their costs. But clearly what Hitachi is saying is bring together all of its technologies, the ones we've talked about, plus we do clean water, we do data. We have a project called Smart Cities, where when you can build all the infrastructure together and provide services back to the patient and the client and the citizen by integrating all the technologies to the benefit of society. Because if there is no benefit to your technology, it's just a clever idea or a piece of magic. It has to have a value that people will, for instance, in the car, we've seen the innovations compared with when I had my first car, the feedback you get from your car. It has to have a value, otherwise people won't buy it. So I think the social innovation is to provide social benefit that will make society want the services you offer. Jusqu'où va ou peut aller la stratégie d'Hitachi en cette matière? C'est-à-dire qu'il y a aussi un point commun entre vous trois. À partir du moment où on fait de l'économie du service, on fait de l'économie de données. À partir du moment où on a des données, vous l'avez très bien dit, ces données ont une valeur. Est-ce que Hitachi, qui est un groupe aussi présent dans l'électronique, dans le calcul, a pour fonction, pourquoi pas, de demain, d'analyser ces fameuses big data dont on parle? Absolutely. We have many research laboratories in Tokyo, but in Europe we have 2 big data labs, one in the UK and one in Copenhagen, for that very, very purpose. We also understand the need for security and privacy around data. It has been one of the fundamentals in planning our healthcare work to understand the principles that guide that. And we know, as we were hearing earlier, there are some issues about standards both across Europe and across the world. And sometimes as companies we will find those as barriers. But once you get the strategy right for dealing with the security, then the availability of the data, and I was thinking about our colleague with the smart floor and the comment about XY. When you look at how we deal with older people, you look at how we can bring these technologies together, it's all about being able to analyze the data. The issue has been, to date, there is a lot of worry about where the data might go. I gave a talk to some young leaders a couple of weeks ago and said, how many people are on Facebook? They all put their hands up. How many are on Twitter? How many would be prepared to share the health data? None. They're quite happy to see a picture of themselves drunk on a Friday night that a potential employer might see, but they don't want to tell them what the hemoglobin is. So I think there is something about educating people about a safe environment to share data, because the epidemiological data we are all collecting will help inform our health as we age and our children's improved healthcare. It's about getting that strategy right. Vous avez mentionné à juste titre des acteurs américains comme Facebook par exemple qui font de la grosse analyse de data aujourd'hui et ce problème d'éducation à la sécurité de ses propres data et à ce qu'on lâche derrière. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'en termes d'innovation sociale, d'analyse de data, de ce que vous voulez développer, vos véritables concurrents ne sont finalement pas Apple, Facebook, Google, Amazon? Absolutely, and
all of those players have had some presence in the market. And I think we heard earlier, one of the things that needs to be done is to assure people that the quality and standards of apps, etc., are consistent. Because on my phone, I have a walking app, and it tells me how well I'm doing, but I'm still getting fatter, so clearly it's not working terribly well. We will accept things. It's funny, as citizens, we will accept information that comes from our smartphone. We would question if it came from somewhere else. So there is an education and a standards issue that we must always be mindful of, as long as we don't get to the position where we all think fire is a good idea, but what color should it be? It cannot be over-organizationalized. Voilà, je vais revenir tout à l'heure. J'aurais 2 ou 3 questions à vous poser, justement, comme sur le lien avec les petites entreprises que vous pouvez avoir. Mais puisqu'on parle de data, la parole est tout naturellement dirigée vers Joël Derrien, qui est directeur délégué chez Thales. On va rappeler qu'un des cœurs de métier de Thales, c'est la sécurité informatique. Vous assurez entre autres la sécurité de certains ministères français, de centres de recherche. Vous êtes également présent dans le monde de la santé. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce monde de la santé est un marché de plus en plus important pour un acteur comme Thales? Et comment est-ce que vous réagissez par rapport aussi à ce que vous entendez sur cette importance des data que finalement nos 3 acteurs industriels à côté de nous collectent? Alors effectivement, Thales dans le monde de la santé, et on est là pour parler de santé numérique. En fait, Thales, et on ne le sait pas toujours, est déjà présent effectivement dans le domaine de la santé. Une radiologie sur 2 aujourd'hui utilise un détecteur Thales pour faire la radio. Il y a du Thales Inside, mais on n'a pas collé l'étiquette sur les appareils. Mais ceci étant, aujourd'hui, la problématique effectivement qu'on cherche à adresser est tout autre. Mais quelque part, on peut faire le parallèle, c'est-à-dire comment la technologie que Thales maîtrise dans des domaines différents, on peut parler de données spatiales, de big data dans le spatial par exemple, on peut parler de ce qu'on fait pour quelques ministères, de la façon dont on sécurise ces données, quelle valeur on peut apporter dans le domaine de la santé en apportant cette compétence pour sécuriser un monde qui a besoin d'être sécurisé, on en parlait, les données, elles ne doivent pas aller n'importe où, il faut les protéger. Donc comment les sécuriser? Qu'est-ce que Thales peut apporter dans ce domaine? Là, vous avez un boulevard en face de vous. C'est réellement ça qui nous intéresse. De l'objet connecté, donc de là où est capturée l'information jusqu'à là où elle est traitée, là où elle est opérée. Et c'est ce qui nous anime aujourd'hui dans un regard beaucoup plus affirmé sur le rôle que peut jouer Thales dans le domaine de la santé, en particulier le domaine de la santé couplé au numérique. Ouais. On reparlera toujours de cette sécurité data. Je reviens vers Adrian. Je voudrais lui poser une question quand même au sujet. On voit bien comment des grands acteurs, et puis il n'y a rien de péjoratif dans ma voix, mais vous êtes des grands acteurs quand même de l'industrie, présents au niveau mondial, avec des influences mondiales qui arrivent sur vous, qui peuvent surprendre dans un secteur de la santé où on n'a pas des acteurs aussi importants de manière générale. On a beaucoup de start-upers, beaucoup de petites compagnies. Est-ce que vous comprenez qu'une certaine crainte puisse apparaître, avoir des gens comme Hitachi, Peugeot, Tarkett débarquer dans ce secteur? Adrian. Okay. I see it more as an advantage and a series of possibilities. We're currently working on a bid for a program in Sweden to do some digitization of histology. We are leading 8 other companies, some of whom are quite small. We understand that there are some people with special knowledge who, if they could be able to piggyback on a larger player, could get much better exposure for their technologies. We are very open to working with other people because we don't know everything. I think the danger of large companies is they think they know everything about everything and then they fail because of that. And I think that we should embrace the small and medium-sized enterprises and find a better platform for their technologies. Au Royaume-Uni, je crois que vous avez un traité qui peut-être réajuste ou en tout cas donne plus de protection lors de signature de contrats entre grandes sociétés et petites ou moyennes sociétés. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus un petit peu là-dessus, sur les relations que vous pouvez avoir et éventuellement la protection quand même des petits acteurs à côté de vous? If I knew more about it, I could. I don't know about the treaty itself. I just know how the way we behave. And Hitachi has traditionally been an acquisitive organization. If it liked something like France's Horizons nuclear power stations, we bought them. Okay, that's great if you want to work there. But also, like thinking about the project in Sweden, there's a very small Irish company who've got some very clever technology on how to digitize histology specimens and make those images movable around the world. Small company, I think they're a small number of people. Their ability to hit the healthcare market globally is difficult. I think it's more about there is a mutual benefit. The SME gets the chance to greater exposure. We expand our portfolio of things. It is
a good thing. It just makes common sense, whether there's a treaty or not. Je pose la même question à Sylvain Lano. Effectivement, un géant comme Peugeot Citroën peut surprendre, peut faire peur, il faut le dire, aussi à des start-upers dans la santé ou à des petites sociétés comme la santé. Quel type de relation vous allez entretenir? En même temps, ce sont des personnes qui ont une forte connaissance dans un secteur dans lequel vous n'êtes pas présent jusqu'à présent. Oui, effectivement, c'est une préoccupation. Moi, j'utilise parfois l'image du petit voilier qui voudrait accoster un cargo. C'est pas facile quand on a un petit voilier. Souvent, il vaut mieux utiliser une plateforme intermédiaire pour éviter la destruction du voilier contre les forces du cargo. Eh bien, nous utilisons des structures d'intermédiation. Alors, il existe en France les pôles de compétitivité. Des clusters, disons, des clusters. En France, c'est suffisamment bien maillé en pôle de compétitivité. Nous en avons un, nous, dans le champ de l'automobile. Il s'appelle Moveo. C'est un pôle à vocation mondiale. Et de ce pôle de compétitivité, nous avons construit avec la filière automobile un institut opérationnel qui s'appelle le VDCOM, Véhicule décarboné et communicant. Et ce VDCOM est un institut qui est une propriété mutuelle des industriels, des universitaires, des PME, start-up. C'est un lieu où on travaille ensemble. Et c'est un lieu un peu de neutralité. Et ça permet comme ça de pouvoir monter des deals. Et ensuite, on les traduit en affaires, en fait, à travers notre business unit. Par exemple, mais Renault est partenaire aussi. Renault est partenaire. Nous avons aussi Safran, l'aéronautique, qui est partenaire de notre VDCOM. Ça, c'est une structure possible pour permettre la rencontre. Mais il y en a d'autres. Nous avons monté un incubateur interne dans notre groupe et nous sommes en connexion avec des incubateurs de Paris et Île-de-France. Mais on pourrait tout à fait se connecter avec des incubateurs d'autres régions. Et dans ces incubateurs, nous pouvons favoriser l'incubation de start-up sur des sujets qui viennent en résonance avec nos problématiques. Voilà. Donc on est maintenant, je ne devrais pas dire la même chose il y a 10 ans, hein, mais là, des groupes comme le nôtre, on a intérêt à travailler avec les start-up. C'est même pas forcément à les manger, hein, à les acquérir, à travailler avec ces start-up. Joël Derrien, même question, comment fonctionne un petit peu l'écosystème de Thales et éventuellement de start-up, de TPE, de PME, soit dans la sécurité, soit dans la santé, mais en tout cas qui peuvent s'agréger aux besoins que vous avez définis? Alors, moi, je pense qu'effectivement, il faut qu'on soit très attentifs, nous, les grands industriels. De toute façon, on n'a rien à gagner à manger, entre guillemets, ces startups. On les détruit, en fait, on détruit de la valeur. Donc, il faut travailler avec eux. Et je pense qu'on est un certain nombre de grands industriels à avoir signé des partenariats, des conventions avec l'État, de façon à faire vivre cet écosystème. Alors, un point qui, pour moi, résonne, parce qu'il faut prendre le sujet très en amont, et j'en parlais hier en remettant le prix des internautes, je pense que le couplage, il doit se faire, et il peut se faire avec des grands groupes industriels au niveau des labs, au niveau de la recherche avancée. Je pense que c'est un tel terrain de partage d'informations. On n'est pas là en train de protéger nos secrets industriels, et donc dans ce type de débat, on est en train de chercher à faire vivre un écosystème, et la connexion de nos labos de recherche avec des start-upers et des gens qui font de l'innovation est un super terrain de jeu. Et nous, on peut jouer notre rôle en amenant de la capacité financière, en amenant une représentation dans des programmes européens et en embarquant tout cet écosystème. Et ça, c'est vraiment une façon qui fonctionne. Il y a un atout supplémentaire que vous n'avez pas cité, qui est votre regard et votre implantation mondiale également. On l'a vu, on l'a très bien vu dans les trophées qu'on a remis hier. Quand une start-up monte aujourd'hui, au niveau de la santé, il faut tout de suite penser mondial et tout de suite aller très vite. Or, on est souvent sur des startups qui sont à l'inverse de ce que vous êtes, c'est-à-dire qui commencent en local, qui commencent en régional et qui ont parfois du mal à embrayer sur quelque chose de mondial et qui comptent sur leurs propres moyens d'ailleurs pour aller sur des marchés mondiaux. Comment est-ce que chez Thales, vous pouvez faire cette intégration entre un développement mondial et nécessairement rapide pour une start-up et puis l'état de cette start-up?
Alors, effectivement, hein, on a, de par notre historique, en général une présence qui est effectivement beaucoup plus large, mondiale, avec des capacités d'accéder au marché de façon beaucoup plus large. Et là, on doit effectivement jouer un rôle. Donc, je crois que la clé, c'est d'identifier la valeur que ça apporte et le bon schéma pour que, globalement, on puisse servir de relais. Et après, tout est ouvert et tout est possible. Hein. Je parlais de recherche. Ça peut être l'intégration de produits de start-up dans des solutions globales, où là, les grands industriels ont à jouer un rôle pour distribuer et le diffuser mondialement. Sylvain Alano, puis ensuite je voudrais l'avis d'Adrienne Conduit. Oui, je veux dire que toutes les startups n'ont pas, à mon avis, vocation à devenir mondiales. On aimerait qu'il y en ait quelques-unes qui Elles en rêvent deviennent... toutes, elles ont fait une application, Voilà. rêvent que l'application Mais soit utilisée dans le monde, ou un dans- device et qu'il soit utilisé dans le Ouais, monde. mais ça, c'est le ticket d'entrée, et puis la sélection est terrible. Je pense qu'il existe aussi de la place pour des startups de proximité, de services, qui deviennent ensuite des sociétés de services sur des territoires. Par exemple, nous, on expérimente de plus en plus des solutions de mobilité couplées sur des bassins des territoires, et il est certain que là, ces services, nous n'avons pas vocation, nous, à les exploiter en direct, mais peuvent donner, disons, du travail à des sociétés de services issues de start-up et qui ne sont pas forcément mondiales. Donc on peut cohabiter. Adrienne. Okay. In the UK, the government has established a network of academic centres whose job is to bring together the SME and the bigger industrial partner in an environment. The Commission is also doing something about, particularly in healthcare, about stimulating and supporting with finance the startup companies to a point at which they become attractive to the industrialists. Sometimes it's a bit like a dating agency. Somebody has to introduce you, otherwise you're in a room with strangers that you don't know that they have a similar interest. But also, as the point was made, not everybody has a global interest or is in the right place. Sometimes, if you're developing a new application in cardiology, but you're working in your small environment in a place where they're not interested in cardiology, but 200 miles away they are, you need a network that can say you have the right opportunity in the wrong place. So there is something about sharing that information. J'aurais bien aimé avoir votre sentiment également sur ce que nous a dit Sylvain Alano tout d'abord. Il nous a dit on sent aujourd'hui en Asie, en Chine, en Asie de manière générale, voilà, cet élan, cette volonté d'aller de l'avant, cette volonté d'innover que l'on sent peut-être moins aujourd'hui en Europe. Est-ce que c'est également votre ressenti, votre sentiment pour vous qui êtes dans un groupe mondial et asiatique? Okay. I think the innovation, the desire to innovate, is in the human condition. I don't think it's geographical. I think it's in our own DNA. Sometimes I think in Europe, one of the problems we have such a well-developed infrastructure. It may not be great, but it's there. So to innovate radically is difficult because you've got all this other infrastructure to overcome. Whereas in some of the markets in the world, there is no infrastructure, so you can go straight to digital. And I think sometimes that becomes a bit of an obstacle in Europe. I think Europe is still the great innovator. It is still the great laboratory. Paradoxically, the opportunities are in other markets. And how we reach those other markets. I mean, we talk about China. I think sometimes when we talk about Asia, we need to talk about China and everybody else because they operate in very different ways. And we see certainly in China, they have suddenly understood the impact of the aging population. But they've responded in a very old European way. They are building thousands of beds for older people, which is what we're going away from in Europe. So sometimes the desire to innovate is misinterpreted. I think it's just a big challenge and it's a fantastic environment to be involved in. Ouais, beau paradoxe à me dire. Toute dernière question, avant de laisser la parole à Assa. Je pense qu'il y a pas mal de questions pour vous. Je voulais vous poser une question à Sylvain Alano. L'innovation demain, vous l'imaginez entre le secteur automobile et le secteur de la santé. À quel horizon cette voiture que vous nous avez décrite dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans? Eh bien, en fait, la réponse est liée en fait à la feuille de route concernant le véhicule autonome connecté, parce que c'est lié à cela. Tous les constructeurs en fait suivent cette feuille de route. Certains sont un petit peu plus en avance. Nos collègues allemands, ils ont pris un petit peu d'avance
parce qu'ils adressent des marchés premium. Et donc la question du coût des nouvelles technologies embarquées dans les véhicules, elle est adressée par le fait que les clients du segment premium sont prêts à payer ce surcoût. Sur des véhicules du marché moyen, du segment moyen, le client n'est pas prêt à payer le surcoût de la technologie, ce qu'on appelle les ADAS, c'est-à-dire les aides à la conduite et tout. Alors, on peut dire que typiquement, en 2020-2023, tous les véhicules qui sortiront seront des véhicules connectés, avec forte délégation de conduite, et on aura des véhicules totalement autonomes à 2030. La e-santé dans le véhicule va suivre un peu la même démarche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les véhicules sont totalement connectés, les services vont très vite venir, les services e-santé, ils sont prêts en fait. Disons, on sent qu'il y a de l'ébullition. Et donc on peut dire qu'en 2020-2023, on aura des véhicules avec des services e-santé. Alors vous aurez des véhicules très rapidement en 2023, c'est quasiment demain, avec des services de e-santé, des véhicules qui vont récupérer de la data. On a toujours dit la connaissance, c'est le pouvoir. Donc la data, c'est la connaissance. De quelle manière cela va impliquer votre business model et quelle richesse va vous apporter cette data? Parce que là, vous allez savoir non seulement si la personne conduit bien, pas bien, si elle respecte le code de la route, si elle va vite, si elle va pas vite, si elle a des problèmes cardiaques, sanguins ou autres. On est très courtisé. On peut dire que pratiquement il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait des géants du web, des sociétés d'assurance, des gens qui ont des intérêts sur le big data, sur le data, pas big, disons le massif data, qui viennent nous voir et qui nous disent, vous savez, vous êtes d'excellents constructeurs, vous savez bien faire des voitures, vous avez de l'expérience et tout, mais laissez-nous prendre ce business. Et donc en fait, et puis surtout laissez-nous aussi être en relation directe avec nos clients. Or là c'est vraiment un changement total de modèle économique, parce que pour l'instant nous on est en vertical, c'est-à-dire on va depuis la tôle d'acier, le caoutchouc, et on va jusqu'au client. Oui, mais là vous aurez la connaissance et la matière grise. Et oui, alors la difficulté c'est qu'ils nous challengent, ils nous disent à juste titre, ils nous disent sur la question de l'exploitation des data, c'est un métier. Donc vous avez le métier de fabriquer des voitures, nous on a le métier d'exploiter les data. Nous on sait bien que si on lâchait complètement le segment de l'exploitation des data, la valeur, on sait qu'il va y avoir un transfert de valeur, vous l'évoquiez tout à l'heure dans les termes en parlant de passer de la technologie au service. Mais nous, en fait, il faudra toujours de la technologie pour obtenir ces services. Il ne faut pas croire à une dématérialisation. Mais vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Oui. Quelle sera la place de la valeur de ces data dans votre business model? Eh bien, nous l'intégrons, mais c'est des questions tellement stratégiques que je serais bien en peine de les donner publiquement. Je refile le bébé à votre voisin avec l'eau du bain. Même chose chez Target, vous allez avoir quand même des datas extrêmement performantes. Vous allez savoir si une personne perd la tête, si elle sort la nuit, si elle est capable de marcher, si elle chute pas. Ce sont des données qui ont de la valeur pour des assureurs, pour des mutuelles, pour le secteur de la santé, pourquoi pas d'autres personnes, sur d'autres services. Comment vous allez monétiser ces datas? Moi, je vais revenir à votre question précédente que vous avez posée à mes collègues autour de la table. C'est quelle influence d'un groupe comme Target sur les startups? Et bien, en fait, on est une startup dans Target. Floor in Motion, on a monté une startup qui est déconnectée de l'organisation traditionnelle. Et donc, je ne peux pas répondre à votre question pour la simple raison, c'est qu'on est dans un mode où on vient de sortir ce qu'appellent les Américains le Minimum Viable Product, qui nous a permis de faire de l'expérimentation sur le marché et de valider cette première solution. Et c'est à partir de là que la start-up va se développer, va grandir au sein du groupe et va peut-être effectivement développer un écosystème avec d'autres partenaires extérieurs, start-upers ou pas. Et donc, c'est beaucoup trop tôt de pouvoir répondre à cette question. Elle est tout à fait légitime, elle est pertinente, vous donnez complètement les pistes de réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces données. Quand vous avez cité tout à l'heure Google, Facebook ou Twitter, tout le business model repose sur la valeur de la donnée. De la même façon, et je vais me permettre de donner un avis personnel sur PSA, demain, les données qu'ils vont collecter va leur permettre, s'ils les valorisent bien, de dématérialiser complètement la vente du véhicule. Peut-être que leurs clients n'achèteront plus un véhicule, mais achèteront simplement du service qui bénéficiera, comme dans notre cas, d'un objet connecté qui sera le véhicule.
On peut tout à fait se mettre en perspective qu'à 10, 15 ou 20 ans, le modèle de consommation ne soit plus un modèle matériel du tout, mais juste un modèle fondé sur le service. Parce que la valeur de la donnée que vous collecterez par la vente de votre service va vous permettre de financer l'objet connecté nécessaire à la création de la valeur. Joël derrière. Juste parce que ça me fait réagir, on peut faire en termes de business model un parallèle intéressant avec les grands qu'on a cités, Google, etc. Et nous, on le vit dans le monde de l'informatique. Aujourd'hui, ces sociétés-là ont une puissance informatique incroyable. Mais en fait, ils ne valorisent pas ce qu'ils font en informatique. Ce qui fait que... Non mais, à part Google Apple, ne valorise pas ce qu'il calcule, Non. j'ai quelques doutes. non, ils valorisent la donnée. Et ils déversent des quantités de logiciels au travers de l'open source free of charge que n'importe qui peut utiliser, alors qu'il y avait des business models complets de grands acteurs de l'informatique qui valorisaient le code qu'ils développaient. Et un acteur comme Google, il ne valorise pas le code qu'il développe. Et pourtant, il en développe des tonnes et des tonnes, des millions de lignes de code. Par contre, il valorise la donnée qu'il a produite avec ce code. Donc on peut faire le parallèle. Moi, ça me paraît extrêmement intéressant. Et quand on voit la valeur qu'on pouvait accorder au développement informatique de ce qu'un Google a pu développer il y a quelques années, on dit mais pourquoi ils dévalorisent quelque part tout ça? C'est parce qu'en fait, ils ont complètement translaté leur business model. Et ils valorisent la donnée qu'ils produisent. Et ils la valorisent plutôt bien d'ailleurs. Et donc, moi, je comprends tout à fait les réflexions stratégiques qui sont menées chez PSA ou d'autres, en se disant, mais je ne vais pas lâcher cette valeur, parce que c'est demain la valeur de l'entreprise. Dernière question sera pour Adrien Conduit, la même qu'à ses collègues, puis ensuite je laisserai la parole à la salle. Effectivement, pareil, Hitachi, groupe global, maintenant depuis notre chambre à coucher jusqu'à l'hôpital, donc on imagine le nombre de données que vous allez pouvoir récupérer sur les individus. Quelle valorisation de ces données dans votre business model et quelle évolution de votre business model pour vous qui étiez plutôt industriel, pure player jusqu'à présent? Okay. The first thing I'd say is we have to be careful of the law of unintended consequences. Okay, so hearing our colleagues about the car and where the data might be used, the heart rate might be interesting if it occurred just before the crash when you were exceeding the speed limit, and the police might be interested in that data set. We have to be careful about what the data is going to be used for. I think we're at the start of something that we've only just begun to understand. We've had data. Now we're starting to build information, and with the human genome and all those other things, we're starting to be able to put these things together and think about how we might better use them. And we keep hearing about the giants, the GAFA, the Google. I would say those organizations have been very successful, but not terribly helpful to small, medium enterprises. They've had a big vision, and I agree with you that their use of the data has not been as educated as it might be. Our challenge and our responsibility is to take the data we are bringing and to use it responsibly, but to be clear what the objectives are. We have laws in the UK, I'm sure they're the same in Europe, about how you can collect data, what the purpose is for, what you cannot use it for. And I think we have to negotiate our way through those things, but to keep in mind that there is no point gathering data unless you're going to produce something that improves something, and be very clear what you're trying to do. When hearing about how you are building the connected car, and the level of autonomy, is there a point where the car says, enough driver, you're incompetent, I take over, you are no longer a car, you're a bus, I'm going to drive you. Some of these things are, be sure of where you are trying to go, and I think our challenge and our responsibility is to be clear with society of what we believe we want to use the data for. We've mentioned Alzheimer's, and we've been starting to talk about a big data project to look at a large amount of health data, to look to the answers for questions, but also to look for new questions. What is that erroneous piece of data that no one's been able to understand? So I think there are two things. Be responsible about what you're trying to do, but be open to the fact we're going to discover new questions. Merci beaucoup à tous les quatre. Passionnant, on est parti sur des problématiques industrielles, on finit comme à chaque fois sur des problématiques éthiques et sociétales, avec des grands groupes, pas philanthropiques, mais avec une véritable quand même réflexion éthique derrière.